énormément de ce type de température qui se rapproche plus de pays tropicaux, et que là on se dit la couche de 3 cm est suffisante pour retenir l'eau. Mais là on est dans une observation physique. Ce qu'on cherche à reproduire, et j'ai retrouvé récemment des courriers que Gilles Lemieux m'avait envoyés, où la question, c'est pas moi qui lui posais, mais quelqu'un du réseau des gens qui font du BRF en France, la question qu'il posait, c'était « Mais pourquoi incorporer ?» Et Gilles Lemieux, comme il était, avec son tempérament un peu... Enfin, je vois qu'Yvan comprend ce que je veux dire. Un peu rugueux, un peu... Bon, c'était pas des mots choisis avec douceur, mais il disait, mais bon sang, vous n'avez pas encore compris que ce qu'on cherche à faire, c'est un modère, c'est-à-dire, il y a 3 types de sols, hein. Il y a le mort, le modère et le mule. Et le modère, c'est le type de sol qui contient le plus d'insectes, d'arthropodes notamment. Et que si on ne fait pas cette incorporation du broyat dans les 10 premiers centimètres du sol, ça n'est pas un modère qu'on obtiendra, ce sera un mule. Et un mule favorise les vers de terre, mais essentiellement les vers de terre. Et le but recherché, c'est évidemment le passage, les canalisations, les trous que font les vers de terre ainsi que leurs turicules, mais la vraie question qui est posée par le copier-coller forêt-agriculture, c'est vie du sol, chaînes alimentaires longues, complexes, où chacun va se servir des excréments de l'autre pour se nourrir, que chacun va être dépendant, mais à la fois autonome parce que ce sont des espèces différentes, mais vont être dépendants les uns des autres. Et plus les chaînes sont complexes, plus ce qu'on appelle le bol fécal, plus ce bol fécal va être riche et de micronutriments transformés par des dizaines de systèmes digestifs. Et que ces aliments qui sont transformés vont donner des aliments immédiatement disponibles pour les plantes et sous des formes très complexes. Donc, la 4e opération, puisque c'est celle sur laquelle je veux insister, c'est l'incorporation de la couche de 3 cm de broyat que vous avez déposé le plus tôt possible en saison, l'incorporation sur les 10 cm dès que le printemps arrive. C'est-à-dire que, je pense que chez vous c'est sans doute avril ou mai, comme chez nous, vous mélangez ce broyat avec le premier horizon du sol, et ensuite, lorsque cette opération est faite, vous pouvez semer, planter, repiquer, tout ce que vous voulez, et si vous avez fait comme je viens de l'indiquer, sincèrement, il y a des fois où il n'y arrive pas. Moi, je fais des fois en février mon épandage de broyat. C'est ce que j'ai fait la première année, et j'ai vécu ce qu'on appelle la fin d'azote, F-A-I-M. On est encore dans l'alimentation, et on est encore dans ce couple indissociable sol-alimentation. Et cette fin d'azote, elle peut durer longtemps. Si par exemple on a fait son épandage au mois de mars, c'est évident que même si on a fait le mélange fin avril, début mai, il est évident que les chaînes alimentaires n'ont pas eu le temps de se mettre en place, et ces chaînes alimentaires complexes commencent en priorité par le couple champignon. Alors les champignons, les attrapards, hein, c'est ni animal ni végétal, ça n'a pas d'action photosynthétique, ça se nourrit, c'est-à-dire que c'est comme nous, ça mange, et que ce fonctionnement qui est plus proche de l'animal fait que les champignons sécrètent des enzymes, tout comme nous on en a sécrété tout à l'heure en mangeant, des enzymes qui cassent les molécules des aliments. On est très proche des champignons en fait, c'est un monde. Les Suisses ont découvert que les champignons sont capables de se déplacer sur une branche. C'est vrai, 1 ou 2 mm par jour. Mais c'est quelque chose quand même qui est, le champignon dans la mythologie aussi, c'est quelque chose qui est très chargé. Les sorcières, tout ce monde
il y a même le cas de ces champignons qui sont luminescents et que dans certaines contrées d'Angleterre, on prenait pour se déplacer la nuit en forêt. Donc, un monde qu'on découvre à peine, et cette action enzymatique qu'ils ont pour se nourrir est quand même source d'étonnement et source de découverte. L'université de Kiev a découvert que cette action de sécrétion d'enzymes dégageait des éléments biotiques et abiotiques qui s'associent à l'humus. Ces éléments biotiques et abiotiques sont, comme ils sont associés à l'humus, sont immédiatement disponibles pour les plantes, et là c'est une hypothèse, mais c'est quelque chose que moi je vois tous les ans, sur les fèves il n'y a pas de pucerons, sur les fraises il n'y a pas de pucerons, sur les pommes de terre, les aubergines il n'y a pas de rifort, il n'y a pas en général de maladies sur les tomates qui éclatent par exemple, il n'y a plus ce genre de problème. D'après l'université de Kiev, c'est sans doute cette sécrétion d'enzymes qui fait que les plantes trouvent des réponses au stress qu'elles rencontrent, ou en tout cas, parce qu'il ne faudrait pas non plus tomber dans la médecine comme on la connaît, c'est-à-dire qu'un symptôme, on soigne le symptôme mais pas la cause. Là, on est sans doute sur un phénomène où la plante, trouvant le milieu équilibré, ne va pas émettre de signaux de détresse qui vont faire que, dans l'écosystème en général, une plante qui émet des signaux de détresse, tout comme un arbre qui est vieillissant, on se dit, ah, il est malade, ou ah, elle est malade. Non, il n'est pas malade. Il y a des partenaires de la grande chaîne du vivant qui vont transformer cette plante qui n'est pas capable de se perpétuer, on la transforme en aliment pour notre perpétuation à nous. C'est-à-dire qu'on change un peu la donne du problème. On n'est plus sur... et là c'est un peu le hobby de l'agriculture biologique, de la lutte intégrée ou de la lutte biologique. Là on est plus sur quelque chose où on répond au fond du problème, qui est, pour que les plantes puissent se développer normalement et en bonne santé, il faut qu'elles aient, j'allais dire sous la main, mais sous leurs racines, ou à portée de racines, tous les éléments qui leur permettent d'aller jusqu'au bout de leur mission, qui est la perpétuation, la production de graines ou la production de fruits qui portent des graines. Le vivant fonctionne comme ça. Et si une plante est malade, c'est pas de la faute de la plante. C'est en général parce que le sol est malade. C'est un peu comme nous, quand on est malade, c'est parce qu'il y a des termes d'ailleurs, le terrain, c'est notre terrain qui n'est pas bien. Donc, il faut soigner le terrain. Et ce genre de découverte, on imagine bien, ce matin on parlait un peu de la recherche fondamentale, on a participé à VBRF l'an dernier avec Emmanuel Bailly à un projet pour l'Agence nationale de la recherche qui a été retoqué. Mais la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que des découvertes comme ça qui remettent en cause complètement ce qu'on appelle la protection des végétaux ne brisent pas des monopoles ou en tout cas des intérêts qui sont largement financiers sur tout un tas de gens de secteurs de l'industrie qui vendent des produits qui sont censés soigner les plantes qui sont malades. En général, en plus, ce sont eux qui fournissent les engrais. Enfin, la chaîne trophique est très, très courte là. C'est-à-dire que c'est la chaîne profit, c'est pas la chaîne trophique. Donc des découvertes comme ça, on peut le vérifier en faisant même 10 mètres carrés de jardin en broyat, on peut le vérifier. Dès la première année, on voit que les fèves, d'habitude, on en met pour justement attirer les pucerons noirs, pour pas qu'ils aillent sur les autres productions. Et là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas. Ce genre d'expérience, tout le monde est capable de le faire. C'est quelque chose qui est à la portée. Je travaille avec des enfants des écoles pour installer des jardins pédagogiques notamment. Et eux, les enfants comprennent bien cette histoire-là. Copier le sol de la forêt, ça sent le champignon. Quand on fait la coupe le broyat de branches, ils trouvent que ça sent bon. Et ils ont on retrouve un peu la même chose d'ailleurs avec les Africains, cette fraîcheur d'esprit devant quelque chose qui est nouveau, qu'on ne connaît pas,
mais qu'on accepte.